Retour sur ce plateau pour la suite de ce débat. Je reviens à vous, Rodrigue Aego. Vous étiez en train de faire un développement avant qu'on ne marque la pause. Je reviens à vous. Vous pensez qu'il faut des solutions africaines? Quelles seraient ces solutions-là dans ce contexte précis? Vous savez que nos ancêtres nous ont appris dans l'histoire que nous avons, l'histoire commune que nous avons, à faire la part des choses dans nos communautés africaines. Il n'y avait pas une histoire de riches totalement riches, il n'y avait pas une histoire de pauvres totalement pauvres, on était des paysans, on vivait heureux, on s'entendait pour la délimitation des parcelles, il n'y avait pas trop de guerre, même si nous savons qu'il y a de petits conflits qu'on gérait, ça n'avait pas d'ampleur comme ce que nous vivons actuellement. Actuellement, ce qu'on a réussi à faire de nous, c'est l'insouciance vis-à-vis de l'autre. C'est son problème, ce n'est pas le mien. Moi, je mange bien, lui peut mourir de faim. C'est l'inégale répartition donc, des richesses que regorge le sous-sol africain. Il y a cette histoire de mauvaise gouvernance qui intensifie l'injustice sociale. Et puis, la manipulation prend corps assez vite lorsqu'on trouve des esprits faibles. Et à ces esprits faibles-là, à eux, on donne les armes et puis c'est parti. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer. Quand vous prenez le discours du capitaine Traoré au Burkina Faso, vous comprenez qu'il a touché du doigt le nœud du problème. Aujourd'hui, quand on prend Lomé, on ne peut pas concevoir qu'à Lomé, ici par exemple, il y a des quartiers qui ont facilement accès à l'eau potable et qu'au cœur de Lomé, il y a des quartiers qui n'en ont pas du tout. On ne peut pas comprendre, par exemple, qu'à Tchévier, par exemple, qui ravitaille en eau potable les autres grandes villes, qu'à Tchévier, par exemple, quand on tourne le robinet, que l'eau ne sorte pas. Donc, c'est juste un exemple. C'est pour dire, un peu faire la cartographie de cette situation-là qui doit préoccuper les dirigeants, qui doit appeler à ce qu'on puisse apporter des solutions, permettre à tous les citoyens cette fierté de vivre sur leur propre sol, vivre en sécurité, être à l'abri donc du besoin, avoir accès aux soins quand on est malade et avoir des pistes bien tracées pour assurer la communication et la circulation, la libre circulation des personnes et des biens. Je pense que ce sera un début de ce que je mets dans Solution africaine. Vous savez que la politique de l'intégration au niveau de l'Union africaine, ça n'existe que sur le papier. Ce n'est pas totalement vrai parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas quitter librement le Togo pour aller en Côte d'Ivoire sans payer tout ce qu'on peut considérer comme rançon sur la route. Même donc la traversée des frontières est problématique également. Il faut sortir tel papier ou tel papier. Mais quand vous prenez ce que les Européens ont réussi dans la zone euro, ben, c'est la libre circulation. Vous avez un visa Schengen, c'est que vous circulez dans la zone euro. Mais aujourd'hui, quel est ce visa qu'on va vous donner qui va vous permettre de quitter le Togo, aller au Burkina, aller par exemple à Bamako, circuler, vous retrouver à Lagos, j'en sais rien, un peu partout. Ça demeure un rêve pour la jeunesse africaine que nous sommes. Merci. Donc je pense que la solution africaine doit passer par une réflexion des dirigeants qui doivent se surpasser, ne pas se considérer comme des personnalités providentielles qui disposent de, je ne sais quoi, de l'onction divine entre griffes pour diriger ad vitam aeternam les pays. Non, chacun doit pouvoir avoir chance égale et surtout que la justice soit au service de tous. C'est très important parce que l'injustice sociale, c'est le nœud, je continue d'insister là-dessus, c'est le nœud et ça frustre énormément, mais ce n'est pas une raison, je le dis encore, que les gens aient beaucoup de facilité à tourner le regard vers les armes pour tuer leurs frères, leurs sœurs, leur peuple, leur population. Vous venez de répondre à une partie de la question que je voudrais poser à Germain. On a vu que l'un de ces groupes, le nouveau groupe qui a été constitué, je parle du MRST, à qui on attribue... non, je parle plutôt du RPJET, voilà, RPJET, à qui on attribue une centaine d'hommes qui seraient constitués au lendemain de la répression sanglante issue de l'annonce de la prolongation de la transition. Ma question, c'était de savoir, est-ce que des répressions sanglantes ou les injustices sociales, comme le dit Rodrigo, justifient pour un citoyen le fait d'aller prendre des armes, de se constituer en rebelle? A priori, non. Mais après, peut-être on dit non parce qu'on n'est pas dans la situation. Donc, quand on est victime d'injustice, parfois on a tendance à régler les comptes soi-même, à ne pas se soumettre à une éventuelle justice. Vous savez que sur ce drame,
On appelle les autorités tchadiennes à faire la lumière pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Donc en temps normal, les populations, des gens issus de ces communautés-là ne devraient pas se rendre justice eux-mêmes. Malheureusement, donc, une centaine de personnes a décidé de former une rébellion pour revenir, donc régler les comptes à ce régime-là qu'on conteste. Donc, au Tchad, je crois que les rébellions prennent plusieurs formes. Parfois, elles sont issues même d'une même famille. On sait que ceux qui sont à la mort, à la base de la mort du maréchal, je crois qu'il y a un de ses cousins ou un de ses parents, en tout cas un proche qui... Selon ce qui est raconté. Voilà, donc les rebelles, il y en a dans les familles, même au Tchad, un peu partout. Mais est-ce que cela justifie, est-ce que l'injustice, les brimades, les problèmes qu'on a justifient le fait qu'on prenne les armes? Donc quand j'ai écouté Rodrigue tout à l'heure, et c'est vrai qu'aujourd'hui avec le phénomène du djihadisme aussi, on évoque les mêmes causes. Quand les gens sont dans la précarité, quand ils sont victimes d'injustice, ils sont tentés de se laisser aller et d'être recrutés facilement par ces mouvements-là, c'est vrai, mais après, il y a aussi l'argent, on n'en parle pas beaucoup, il y a la puissance de l'argent, il y a le pouvoir aussi, parce que les gens ne le font pas simplement pour régler une injustice, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent capter le pouvoir avec ça, ils pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent avec ça, parce que quand vous voyez, quand ils attaquent, ils pillent. Les zones, ils attaquent, ils pillent, ça devient carrément du vol, des braquages. Donc il y a aussi l'argent qui vient, ça s'assimile même parfois du grand banditisme, donc c'est pas seulement pour des raisons politiques. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ce sont les Occidentaux qui arment facilement ces groupes-là, mais on ne doit pas totalement dédouaner les Africains qui prennent des armes pour venir pas tuer les Blancs, mais tuer leurs propres frères. Et parfois, c'est des civils qui n'ont rien à voir avec le gouvernement en place. Donc, ils sont attaqués, qui sont pillés. Donc, sur cet angle-là, je ne crois pas qu'on doit totalement dédouaner les Africains pour dire qu'ils sont manipulés, qu'il y a des mains noires derrière. Ils sont aussi responsables de leur situation. Parce que l'Afrique se brûle elle-même. L'Occident peut nous donner l'allumette et le carburant pour mettre le feu, mais c'est nous qui mettons le feu à notre maison. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Quoi qu'on soit tous les trois d'accord sur une solution africaine, mais elle ne sera pas possible quand on voit la tendance de plusieurs pays africains à courir toujours vers l'Occident pour demander des solutions. Donc à partir du moment où plusieurs pays en Afrique, plusieurs leaders ne croient pas qu'ils sont capables de trouver même la solution et qui vont malheureusement vers ceux qu'on soupçonne de créer le problème, demander à ceux-là des solutions. Quelle solution? Quelqu'un qui crée des problèmes, je peux vous donner pour régler... Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie? Parce que quand je prends la situation entre l'Ukraine et la Russie, par exemple, vous prenez le président de l'Union africaine, Macky Sall, qui prend un vol, qui va retrouver... Poutine pour plaider à l'arrêt. Il y a une sorte d'hypocrisie. Officiellement, c'était pour que les céréales non, mais chemin de l'Afrique. Non, mais je dis, c'est non. Il l'a fait pour l'Afrique. Soyons sérieux. Parce que l'Afrique avait faim. A besoin de céréales. Et oui. l'Afrique a besoin. Pourquoi l'Afrique a faim? L'Afrique a des terres que les autres ne possèdent pas. Mais en l'état actuel, on n'a pas encore exploité ces terres-là. Donc, les céréales n'arrivent pas, il faut les négocier. La preuve, l'Afrique a adopté une position assez responsable dans cette crise. Là, vous avez vu les votes. De non-ingérence. De non-ingérence. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'ils supportaient. Mais ce que je dis, quand nous accusons des gens d'être à la base de nos problèmes, et nous allons vers eux pour qu'ils nous trouvent des solutions. Mais moi, je mets ça au dos de l'incompétence de ceux qui sont censés réfléchir. Les problèmes qu'ils ont créés. Ok, d'accord. On va plus trop traîner sur le sujet de la Centrafrique. Sans oublier l'impunité aussi. L'impunité aussi et la corruption à haute dose. Oui, la solution africaine prospère, vous voulez? En quelques secondes, s'il vous plaît. Assimi a déjà posé les bases. Il faut le suivre. Il faut suivre le modèle Assimi Goïta. C'est-à-dire qu'unanimement, on s'arme. On s'aligne sur la position du Mali. Regardez
la sortie tapageuse, irréfléchie, moi je dirais bien sûr, de ce général nigérien de la dernière fois. Nous en parlerons dans un autre numéro. Je crois que vous plaît, Assimi Goïta a posé les bases. Il faut que l'Afrique le suive. Doit s'unir pour aller, si c'est l'Amérique qui dit à Touadéra qu'il y a des rébellions, allez-y comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prosper Aboklou. Je reste avec vous pour le sujet sur le Sénégal. Ousmane Sonko, l'un des leaders de l'opposition sénégalaise, a rejeté ce lundi toute idée de dialogue avec le président Macky Sall. Il appelle également à une désobéissance civique contre la justice alors qu'il doit comparaître ce 8 mai et dans le procès en appel pour l'affaire de diffamation et le 16 mai dans le procès de viol présumé ou l'affaire Adji Sarr. Alors, Sonko n'est pas prêt à discuter alors que certains voient derrière ces déboires avec la justice des machinations politiques et donc ont appelé à ce qu'il y ait un dialogue franc entre Macky Sall et Sonko. Sonko n'est pas prêt à discuter. Prosper, est-ce que selon vous, il reconnaît que ces affaires-là sont des affaires purement de droit commun et qu'on n'a pas besoin de faire des discussions politiques pour les régler? Oui, tout est là. Le décor est planté. Allez-y comprendre derrière tout ce qui se passe, que ce soit des affaires de droit commun ou pas. Moi, j'ai comme l'impression que l'Afrique elle-même se cherche, que ce soit du côté de Ousmane Sonko ou du côté de Macky Sall. Tout le monde est guillonné de quelque part. Même si Germain Vous y tenez toujours? Oui, si Germain dit que les Africains ont leur part de responsabilité, je suis d'accord. Mais je dis que quelque part, les Africains, à chaque niveau, manquent donc je dirais, de jugeote, d'appréciation, de capacité intrinsèque à pouvoir se défendre, à pouvoir développer des idées globalement positives pour l'évolution de notre société. Ousmane Sonko se dit panafricain. Mais dans son attitude, moi je ne lis pas trop de panafricanisme. Vous savez, lorsqu'on parle de démocratie, pour un panafricain, le mot démocratie doit être mis au placard. Pour un panafricain, il y a un idéal qu'il faut suivre. Il y a les affaires de justice, oui, qui le concernent, vis-à-vis de la position de Macky Sall, qui sait ce qu'il doit faire pour son troisième mandat. Et moi je dis, si vous me posez la question sur le troisième mandat, moi je dirais, ce n'est même pas mon problème. Moi je ne discute même pas du troisième mandat. Comment l'Afrique peut avancer? C'est-à-dire qu'on est derrière... Est-ce que avancer aussi ne prend pas en compte les alternances au niveau politique? Qui est Dieu? Qui parmi nous, qui parmi les hommes, qui a pris le pouvoir quelque part et qui a tout fait pour que la population soit totalement libre? C'est-à-dire que chacun part avec une partie de la société, il vient au pouvoir avec une partie de la société. Allez-y dans l'entourage de tous ceux qui gouvernent dans le monde entier. Allez-y dans leur entourage. Quand ils partiront, d'autres viendront avec d'autres, comment on appelle, classes sociales. Chacun vient créer. Donc c'est pourquoi on me dit, le mot démocratie doit être banni même. C'est-à-dire... Revenez à ma question. C'est ça le problème entre Sonko plutôt et Macky Sall. Macky Sall, c'est la lutte pour le pouvoir. C'est la lutte pour le pouvoir. Et quand Macky Sall vient parler aujourd'hui de dialogue, c'est une façon de brouiller la piste. Parce qu'il y a ça, le problème de troisième mandat qui est là. Va-t-il aller, ne va-t-il pas aller? Donc, comme c'est comme on appelle, le sujet d'actualité, il fallait trouver un autre pan pour pouvoir orienter le débat vers là. C'est pourquoi il appelle aujourd'hui à un dialogue. Et moi, ne restez pas à me poser la question si c'est Macky Sall qui a réfléchi à ce dialogue-là. Ils ont des conseillers occidentaux qui sont là pour leur dicter leurs lois. Non, mais les analystes qu'on a reçus ici, nos confrères ont dit qu'il faut aller à un dialogue. Ils ne sont pas des occidentaux. Les dialogues ont réglé quel problème? Même en Afrique, on fait des dialogues. Quand il y a des ententes, on organise des dialogues. Les ententes consignées entre les gens du pouvoir et les oppositions, c'est souvent des alliances qui vont vers les gouvernements de coalition, de transition,
qui après ne donne rien, ne donne pratiquement rien. Vous voyez à peu près, Sanko est sous le coup donc de la justice. Des affaires qui sont suspendues là, entre-temps, il doit aller comparaître pour diffamation, après il doit aller pour, comme on appelle, viol présumé, et après il se positionne pour être candidat à la présidentielle. Donc pour moi aujourd'hui, je ne pense pas que c'est le dialogue qui va régler les problèmes, ni qu'on refuse à Macky Sall de faire un 3e mandat ou qu'on le lui accepte. Je crois quand même que les problèmes sont ailleurs. C'est une façon donc de structurer. Vous savez, la géopolitique est en train de changer et on trouve d'autres solutions pour pouvoir amener les Africains à rester un peu dans le flou kafkaïen pour ne pas vraiment sortir donc du gouffre. Merci. Et ce qui fait que on est en train de créer encore du populisme un peu partout sans avoir vraiment les réponses adéquates aux problèmes qui minent donc la société, où la politique africaine doit changer de paradigme. Rodrigue Gaego, Ousmane Sonko ne veut pas discuter avec Macky Sall. Quelle réaction cela vous suscite? Ça ne me surprend pas, dans la mesure où il y a eu 2 dialogues entre 2016 et 2022. 21, oui. Et au niveau des 2 dialogues, il y a quand même eu des points communs retenus qui doivent être respectés, où les revendications demeurent les mêmes. Et dans la récente sortie de Macky Sall, quand il bat du revers de main tout ce qui compose ou constitue les points de revendication, sur quelle base appelle-t-il maintenant au dialogue? Est-ce un dialogue pour parler de son obsession de 3e mandat, ou un dialogue c'est toujours pour trouver une solution, une prétention, pour trouver une solution au problème de justice de Ousmane Sonko? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que si on estime que la poursuite judiciaire contre Ousmane Sonko pour diffamation et pour viol est fondée, de quoi veulent-ils dialoguer? Est-ce que la justice doit être, je dirais, doit être une marionnette à utiliser comme on le veut parce qu'on est président? Et quelle est votre réponse? Parce que c'est la même question que je posais tout à l'heure à Prosper Abouklou. Si on suppose que l'affaire est purement de droit commun et qu'il faut aller au tribunal pour régler, Ousmane Sonko, qui clame que c'est une affaire politique et rejette le dialogue, est-ce à dire qu'il reconnaît que c'est une affaire de droit commun? Ce n'est pas une affaire de reconnaissance. C'est une affaire, c'est la justice qui poursuit Ousmane Sonko. Ce n'est pas à Ousmane Sonko de reconnaître ou pas le pourquoi ou dans quel canevas la justice aussi est-il qu'il est poursuivi par la justice pour diffamation et pour viol. Ça, c'est une affaire entre Ousmane Sonko et la justice. Que ce soit politisé ou pas, c'est maintenant l'appel à ce dialogue qui vient justifier que ces 2 affaires-là sont des affaires politiques, que c'est politisé. Parce que sur quelle base, quand tu dis qu'il n'y a pas de détenus politiques, vous allez discuter de quoi? Puisque les autres crient l'arrestation arbitraire de plus de 300 personnes, dont la majorité appartient au parti de Ousmane Sonko. Quand le président de la République dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, il appelle au dialogue pour discuter de quoi? C'est la grande question. Et donc c'est lui qui dit, c'est un peu comme une sorte de chantage, comme pour dire, écoute, je te tiens au niveau de la justice, et donc viens pour que moi aussi je mette sur la table mon obsession de 3e mandat, on met sur l'autre plateau de la balance les 2 affaires de justice, et puis on trouve un juste milieu, tu me laisses peut-être prendre part aux élections, et puis patati patata, ce sont ces accords bidons-là pour que Macky Sall attend. Sinon, tout ça, ce sont des spectacles qui, je dirais, continuent à rendre populaire Ousmane Sonko. Moi, je dis, si tant est que Macky Sall, qui est venu mettre fin à ce rêve de Abdoulaye Wade de briguer un 3e mandat présidentiel à la tête du Sénégal, et que lui-même, il vienne aujourd'hui sous prétexte de je ne sais quelle modification constitutionnelle. Voilà, et il se prévaut pour dire qu'il a le droit
d'être candidat pour un troisième mandat, vous ne trouvez pas que ce sont des aberrations? Ce n'est pas juste. L'intelligence humaine ou l'intelligence africaine, ça fait un peu de, comment dirais-je, ça rend triste les parents de voir les enfants raisonner de la sorte. Parce que si moi je viens, je dis que Guillaume n'anime pas bien l'émission, je le renvoie, et que je vienne prendre la place de Guillaume, que je sois incapable de l'animer, il faut qu'on me renvoie aussi. Ou il faut que si moi-même j'ai une bonne moralité pour t'avoir renvoyé pour les mêmes causes, il faut que moi-même je tire vite les conclusions, que je vide le plancher pour ne pas subir le même sort, pour ne pas être ridiculisé de la sorte. Est-ce que le contexte Abdoulaye Wade et le contexte Macky Sall ne sont pas différents? Non, quelle est la différence? Quelle est la différence? Pour bluffer les Sénégalais, Abdoulaye Wade est venu et il a introduit des réformes constitutionnelles pour se faire passer pour Jésus. Et aujourd'hui, de quel droit se prévaut-il pour reconnaître en quelque sorte ou redire au peuple sénégalais qu'en réalité Abdoulaye Wade avait raison de briguer un troisième mandat à la tête du pays? C'est ce qu'il est en train de dire en substance. Peut-être qu'il émet un regret d'avoir mis fin au rêve d'Abdoulaye Wade d'avoir son troisième mandat. Sinon, c'est du non-sens. Rien n'explique cette obsession-là de Macky Sall qui l'amène à avoir des scissions. Jusque-là, officiellement, Macky Sall n'a pas encore annoncé sa candidature. Ils ne le disent jamais. Oui, c'est des intentions pour le moment. Il n'a pas encore annoncé sa candidature. Certaines personnes habillées comme des leaders d'opinion pour venir jeter ces semences-là dans la masse avec leur facilité de même mise sur les institutions de la République qui finalement prêchent pour la chapelle d'une seule personne et son groupe. Et puis bon, c'est ça la foi qu'il a, c'est pour ça qu'il le fait. En tout cas, moi je connais un peuple qui n'est pas comme les autres peuples, pour les avoir pratiqués, pour avoir, comment j'ai dit, touché du doigt leur réalité. Je connais ce peuple sénégalais-là et je dis une chose. C'est ce peuple-là qui va dégager Macky Sall parce que c'est ce même peuple qui l'avait aidé à dégager par la voie des urnes Abdoulaye Wade. On le saura en février 2024. Mais pour le moment, quel regard portez-vous sur cette réaction de Sonko, Germain? Sonko ne veut pas dialoguer avec Macky Sall. Pas question. Oui, Sonko regarde une position de radicalisme. Je ne sais pas s'il fait bien ses calculs parce que pendant qu'il ne sera pas à ce dialogue, il y a de grands leaders comme Khalifa Sall qui seront à ce dialogue, en tout cas qui ont annoncé qu'ils seront là. Il y a le parti de Abdoulaye Wade aussi qui a annoncé qu'il sera là. Donc, est-ce qu'il ne sera pas isolé, comme il le dit lui-même, que l'objectif du dialogue, c'est de les isoler, en leur donnant des bonbons. En leur donnant des bonbons. Alors, Sonko a un problème qu'il veut régler à travers le troisième. Bon, quand on dit troisième mandat, c'est comme si Macky Sall était déjà candidat, il a gagné. On supposait troisième. C'est la troisième candidature, en fait. Voilà, donc c'est ça. Alors, lui, il y a des affaires judiciaires qui l'attendent, et lui, il met toujours en avant le troisième mandat, il dit qu'il ne va pas négocier. Selon lui, Macky Sall veut qu'on négocie pour qu'il puisse être candidat. Mais je ne pense pas que ce soit ce pourquoi il faut faire un dialogue. S'il y a des tensions réelles au Sénégal, il y a les affaires, il y a l'affaire Ousmane Sonko, les deux affaires, mais il y a aussi le fait que Khalifa Sall et Karim Wade aussi ne peuvent pas être candidats à cette élection. Ça aussi, ça intéresse leurs partisans et ça peut motiver leur participation. Il y a aussi que l'opposition globalement veut obtenir aussi les meilleures conditions pour aller à ces élections. Et certains opposants aussi se battent contre le parrainage à la présidentielle parce qu'il y a une loi au Sénégal depuis quelques années qui voudrait qu'un candidat à la présidentielle obtienne un certain nombre de parrainages auprès des maires et des députés et tout cela, donc qui limite aussi les candidats. Donc il y a tout ça et puis il y a la libération des manifestants qui sont arrêtés, que Macky Sall estime que ce pas des prisonniers politiques parce qu'ils se seraient livrés à des casses et à des pillages et que l'opposition considère comme des prisonniers politiques. Donc, je pense que le Sénégal a besoin d'un dialogue avant d'aller à ces élections-là. Vous pensez effectivement que donc Macky Sall est en droit d'appeler à ce dialogue-là? Oui, en tant que président,
il a le devoir d'assurer la paix dans le pays avant les élections. C'est lui le président. Maintenant, si l'opposition ne répond pas, comme elle a eu à le faire déjà en début du mois lors de l'indépendance, de la célébration de l'indépendance, ben, il prendra acte. Toujours est-il que aujourd'hui, il est plus ou moins lancé pour sa 3e candidature. Et on voit toute la répression qui est faite aujourd'hui autour des manifestations. Donc, je ne crois pas. J'écoutais Rodrigue dire qu'il connaît un peu le Sénégal qui ne va pas. Je ne crois plus à ça. À part du moment où il y a eu un 3e mandat en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens disaient la même chose. Un 3e mandat en Guinée où les Guinéens aussi disaient la même chose, que ça ne se passera jamais chez eux. Ça passera. Et la preuve, Wade aussi a eu cette candidature. On ne l'a pas empêché d'être candidat. Une dernière question sur l'affaire. Maintenant, je crois que c'est là où il faut aller. Est-ce que si Macky Sall va, si l'opposition arrête des manifestations parce qu'il estime qu'il a le droit, selon la Constitution, d'être candidat, est-ce que le jeu sera sain? Est-ce que l'élection sera transparente? Donc aujourd'hui, l'opposition est consciente que Macky Sall est presque candidat à un 3e mandat. Ce n'est pas les manifestations là qui pourront arrêter à partir du moment où il y a la répression. Je pense que ça pourra se faire. Merci. Maintenant, si les candidats... Germain, puisque le temps est contre nous, j'aimerais aborder un autre aspect de cette question. Macky Sall a appelé à la désobéissance civique envers la justice. Ousmane Sonko, excusez-moi. Lui qui comparait le 8 et le 16, on a déjà vu en 2021 ces appels à des manifestations qui ont dégénéré finalement en émeutes au Sénégal avec des bilans très lourds pour le Sénégal. Est-ce qu'on risque de revivre la même situation, vu que les 2 affaires-là seront tranchées normalement, ou bien seront encore devant la justice dans les jours à venir? Est-ce qu'on risque de revivre le scénario 2021? Mais ça craint parce que quand on prend toute l'importance qu'on accorde à ces 2 affaires et qui sont présentées comme un moyen pour empêcher le Ousmane Sonko d'être candidat, à quoi lui, il tient avec enfin toute la coalition qui est constituée autour de cette histoire de 3e mandat. Je pense que ça craint. Vous savez, quand je parle du peuple sénégalais, en tout cas, ce n'est pas parce que ça s'est passé au Togo, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé en Guinée, que ça doit se passer ailleurs également. Non, vous savez, le contexte est différent selon les pays. Le contexte est différent selon les pays. Maintenant, je pense que je dois saluer la proposition de solution formulée par le doyen Alioune Tine, qui estime qu'il faut lever le bouclier sur ceux qui ne peuvent pas être candidats à cause des déboires de justice connus il y a quelque temps. Il faut détendre l'atmosphère en essayant de régler tous les problèmes de justice qui aujourd'hui mettent en difficulté le pays et permettre à tout le monde d'être candidat, de jouir des mêmes chances, pas forcément la candidature de Macky Sall, mais les autres, et pour que le Sénégal soit vainqueur et que les acquis de démocratie soient sauvegardés. Je pense que c'est une solution louable et Macky Sall doit penser à ça plutôt que de chercher à manipuler les gens. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite de ces débats.